Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview background. Avant que nous démarrions les hostilités et que je vous présente notre invité du jour, je vais vous faire le rappel, la propagande habituelle. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, à aimer ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, à nous suivre éventuellement pour ceux qui sont sur YouTube. Laissez des commentaires, faites ce que vous voulez, envoyez-nous en MP vos idées de questions, vos idées de remarques. Bref, j'ai fait le tour de la propagande. Je vais commencer à introduire mon invité de la manière dont moi je l'ai découvert. Il y a 1 an à peine, j'ai rejoint, grâce à Baptiste, un petit serveur Discord qui s'appelle Le Roster, et l'un des membres éminents de ce serveur, et si vous êtes sur Twitter, que vous êtes fan des Suns et que vous faites partie de la communauté française basket, vous le connaissez déjà. Je suis avec Grégoire MBV. Comment ça va, Grégoire ? Eh ben écoute, ça va très bien, on est là, on est posé, il fait pas très beau, on enregistre un jour de pluie, c'est pas mal, hein, c'est vraiment le septembre à Paris, quoi. Mais on est là, merci beaucoup pour cette introduction quasi exhaustive. Mais voilà, ouais, le roster, Valley Hoop et d'autres choses. C'est ça. N'hésite pas, si tu as d'autres choses à promouvoir, c'est le moment, c'est ton instant propagande du début d'émission. Non, écoute, Valley Hoop va faire sa rentrée très bientôt. On a publié un épisode il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, au cœur de l'été. Ça devait être peut-être sur la première semaine d'août, donc ça fait déjà même 3 semaines, qui reprenait un petit peu l'actualité de Phoenix et des Suns sur ce début d'été avec les signatures, etc., etc. L'arrivée de Budenholzer et tout. Sinon, j'ai essayé de suivre un petit peu la WNBA cette saison. De loin, j'avais compris pendant la précédente saison NBA que c'était une ligue à laquelle il fallait s'intéresser et qui était intéressante. Et puis j'ai été conquis assez vite par à la fois les joueuses confirmées qui sont à l'intérieur, les dynamiques des équipes, etc. Et puis les identités aussi, qui sont très fortes en WNBA, comme en NBA. Et puis cette génération de rookies absolument extraordinaire, Caitlin Clark en tête, mais aussi Angel Reese et puis Cameron Brink, qui s'est blessé en début de saison, mais qui est une encre défensive incroyable. Voilà, donc conquis par la WNBA, clairement. Malheureusement, l'actualité politique française, on en parlait un peu en off, m'a pas vraiment permis de suivre comme j'aurais voulu. Mais voilà, donc NBA, WNBA, Phoenix Suns, mon chien, voilà, Twitter, tout ça. Petite pause PSA pour vous dire que ce n'était pas officiel, mais que désormais ça l'est. Grégoire a rejoint la team du podcast Dunk Hebdo. Donc si vous cherchez une excuse de plus pour aller écouter ce podcast tout le temps, tous les jours, eh bien vous pouvez, c'est en description. Des bisous. C'est magnifique. C'est une très belle introduction, tu t'es très bien introduit. Avant qu'on continue, est-ce que tu préfères que je t'appelle Grégoire ou je peux t'appeler Greg ? Non, Greg c'est bien, pas de problème. Greg c'est bien ? C'est bon. Ouais, eh ben on va commencer. Tiens, je vais démarrer, du coup, tu parlais un peu WNBA, on n'a pas spécialement de questions directement là-dessus, mais tu commences avec l'une des meilleures saisons, hein. Purée, tu te régales, toi. Ben, en fait, c'est ça. Alors, j'avais pour ambition d'essayer de suivre un peu plus, de faire des débriefs tactiques et tout, mais bon, une chose et une autre ont fait que c'est plus difficile pour moi à faire que je n'avais prévu, en tout cas sur cette saison-là. Et puis j'ai lâché pendant au moins 2 bonnes semaines l'actualité de la ligue, donc quand tu commences un truc et que tu le lâches assez vite, c'est compliqué de revenir dedans. Mais je continue à suivre, notamment par l'actualité de Swish Swish, qui est un site francophone, franco-belge si je ne me trompe pas, ou belge-français même, qui est hyper cool, quoi, et hyper compétent sur le sujet WNBA. Il y a également le Swish Brunch sur YouTube, qui est toujours édité par Swish Swish avec... Shai Mamou, à qui je passe le bonjour. Et puis voilà, j'essaie de rester connecté. Il y a des comptes Twitter qui sont extraordinaires. Je pense à Washington Mystics BE, je pense à tous les comptes de franchise Indiana Fever, les autres, etc. Machin. Puis Ghislain, évidemment, qui est grand connaisseur du basketball féminin et particulièrement de la WNBA. Shai. Et puis en fait, ça me permet de me connecter à cette ligue et clairement, quelle saison on vit en WNBA. Ah, on mange bien, hein. C'est historique. Je sais pas si tu suis, toi, mais il y a vraiment une dimension historique et unique sur la saison qu'on est en train de suivre. Moi, c'est la première, donc c'est toujours un peu particulier d'imaginer que c'est la saison la plus historique quand on n'a pas suivi avant. Mais j'ai l'impression que la classe de draft qui vient d'entrer et le 109 qui est entré dans cette ligue est en train de révolutionner des choses un peu à la façon de...
j'ose une comparaison, mais tu vois, un peu à l'arrivée de, tu vois, des sœurs Williams, par exemple, sur le circuit ATP en tennis, pour ceux qui suivent le tennis, mais il y a un peu ce Ouais, côté carrément. complète révolution des hiérarchies et même des chiffres historiques, tu vois, des records et tout. Bon, voilà, j'ai fait un tunnel sur la WNBA, mais connectez-vous à la WNBA, regardez la WNBA, c'est la ligue la plus compétitive de basket en Amérique du Nord et peut-être même dans le monde. Donc regardez absolument cette ligue. Ah, mais je suis totalement en accord avec ce que tu viens de dire. Tu fais autant de tunnels comme ça que tu veux. Ça fait déjà quelques années, moi, que je suis le basket féminin et la WNBA. Et ouais, cette saison est juste fantastique parce que l'explosion médiatique qu'on a en plus cette saison, c'est encore, ça rajoute encore un truc. Je sais pas, il y a une effervescence particulièrement cette année qu'on n'avait pas forcément celle d'avant. Et c'est juste génial que des nouvelles personnes se mettent à suivre cette ligue qui, je te l'accorde, est clairement actuellement la meilleure ligue de basket pour moi au monde. Oui, et ça s'explique. Alors, c'est toujours un peu particulier quand on dit ça, surtout que bon, nos podcasts respectifs sont toujours plus orientés vers des gens qui sont amateurs de la NBA. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes plus amateur de la NBA, quand on vous dit que la WNBA est la ligue la plus compétitive du monde, c'est simplement parce que euh, le niveau entre la meilleure joueuse et la joueuse la plus faible est beaucoup plus dense que en NBA. En NBA, le Bah, y a joueur le que... plus faible et le joueur le plus fort ont des niveaux qui sont très loin l'un de l'autre. Hmm. Donc, par exemple, chez les Suns, l'an dernier, entre Ishan Wright et Devin Booker ou Kevin Durant, la différence de niveau est colossale. En WNBA, c'est beaucoup plus ramassé et de fait, les effectifs sont plus denses et la compétition nécessairement beaucoup plus intense. Ah bah Et oui. ça rend les choses plus imprévisibles et donc forcément plus intéressantes. Je suis totalement d'accord, hein. Il n'y a que 144 athlètes. Je vous invite, je nous fais un petit coucou. Allez regarder l'épisode Backdoor qu'on a fait sur l'histoire de la WNBA si vous voulez en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de cette ligue avant de vous lancer. Nous, on va tranquillement terminer cet échauffement. On a fait nos montées de genoux, on a fait nos criss-cross, on peut rentrer dans le match. Et on va commencer à s'intéresser à toi et à toi en tant qu'individu qui a joué au basket. Déjà, comment est-ce que ça t'est venu le basket finalement? Est-ce que c'est l'influence de ta famille? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est une découverte solo, des jeux vidéo? Dis-nous tout. Alors moi, j'ai joué au basket, pour être tout à fait précis, j'ai très très peu joué au basket dans ma vie. Je n'ai jamais Mhm. joué en club. Et la fois où je me suis vraiment décidé à me mettre au basket, c'était en octobre 2023, donc c'est très récent. Ok. J'ai un ami à moi à qui je passe le bonjour qui s'appelle William, qui a su ça, que je voulais me mettre au basket, qui m'a acheté un ballon et Mhm. lui il avait fait du basket et il est venu avec moi sur un playground une fois juste pour me montrer quelques fondamentaux et faire 2 heures de basket un dimanche matin. Et Ah ensuite, bah c'est je suis incroyable. allé sur ce playground m'amuser à peu près 1 à 2 fois par semaine quand c'était à peu près les beaux jours encore sur le mois d'octobre. Après, l'hiver est arrivé, ça a été plus compliqué, mais Ouais. non, c'était octobre 2022 peut-être. Enfin, je me souviens plus. Enfin, tu vois, non, c'était ça. Ça devait être octobre 2022. Et du coup, j'ai Ok. joué sur les beaux jours du printemps 2023. Et Ok. ensuite, il se trouve que, avec le roster, dont on va sans doute parler plus tard, on est Mhm. quelques-uns à vivre en Île-de-France ou avoir accès, disons, à l'Île-de-France d'une façon ou d'une autre. Et donc, on a Ouais. organisé 2 fois une Hoops Factory. Donc, on s'est rejoint sur des terrains couverts dans le nord de Paris, à Aubervilliers, à la Hoops Factory d'Aubervilliers. Mhm. Et on a joué comme ça pendant 2 grosses après-midi. Et le problème, c'est que la deuxième après-midi où on a joué, et c'était en Ouais. janvier 2024, du coup c'était il y a 6 mois, Ok. je me suis fait les 2 chevilles. Donc Oh merde. c'est cool, parce qu'à 40 ans, tu te remets pas de tes 2 chevilles comme quand t'en as 20. Et là Ouais. aujourd'hui, tu vois, on est presque 8 mois plus tard, j'ai toujours mal à ma cheville droite et je ne peux Oh donc pas purée. jouer au basket. Ah, Donc c'est un coup dur. ouais, ma carrière a été très très éphémère. Mais pour revenir à mon accro, en tout cas à mon porte d'entrée dans le basket, c'est Mhm. mon meilleur ami d'enfance qui est toujours dans ma vie aujourd'hui et qui est mon témoin de mariage d'ailleurs, Ok. qui était passionné de basket et de NBA, notamment par ses 2 frères et aussi par les jeux vidéo.
Canal, etc. à l'époque, hein, parce qu'évidemment, on parle de la génération quarantenaire, donc nous, le basket, c'est d'abord et avant tout par Georges Eddy, Xavier Vaution et époque Canal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que, à force de traîner avec lui, je me suis intéressé aux jeux vidéo et à la ligue. Ok. Et puis, chemin faisant, j'ai suivi sans suivre. Nos routes ensuite, parce qu'il a déménagé un peu loin, se sont légèrement séparées, donc j'ai moins suivi en continu. Mais je Ouais. jouais un peu avec lui l'été de temps en temps au panneau de basket de sa maison. Et puis ensuite, dans les années 2000, au milieu des années 2000, là j'ai 20 ans à peu près, je sors de mes études supérieures et je décide d'embrasser une première carrière dans la musique. Donc je passe beaucoup de temps en studio avec quelqu'un qui est également passionné de basket. Eh bien. Et lui est plus sensible à me faire regarder des matchs un peu vintage, etc. Et je reconnecte avec ça. Et voilà. Et entre-temps, j'avais pas trop perdu le fil des jeux vidéo de basket, et notamment NBA 2K. Ouais. Et puis voilà, donc j'ai commencé au milieu des années 2000 à télécharger les matchs le lendemain. À l'époque, il y avait un site internet qui s'appelait Davka, D-A-V-K-A, je pense que ça doit parler aux gens. Et donc, je Ça me téléchargeais parle les pas. torrents des matchs de basket, voilà, courant des années. Ouais, on devait être à la fin des années, enfin, sur la deuxième moitié des années 2000 et début des années 2010. Et à Ok. cette époque, ben, il y a une équipe dans la ligue qui révolutionne un peu le jeu sous l'égide de son coach Mike D'Antoni, Mhm. qui s'appelle les Phoenix Suns, et avec un meneur de jeu qui s'appelle Steve Nash et un intérieur qui s'appelle Amar'e Stoudemire, un des plus beaux duos des années 2000, Mhm. visuellement et puis dans l'efficacité aussi. Et puis il y a surtout Ouais. un Français qui fait son apparition sur la saison 2005-2006 au sein des Suns, si je ne me trompe pas, qui Ouais. s'appelle Boris Diaw, et qui va choper son MIP là-bas après un début de carrière NBA aux Hawks difficile. Et là, Mhm. bah, y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et surtout dans mon cœur, quoi. C'est-à-dire que Ouais, je vois. il faut s'imaginer pour ceux qui nous écoutent et qui sont beaucoup plus jeunes que la NBA des années 2000, c'est pas nécessairement la plus belle à regarder. En tout cas, sur le Non. début des années 2000, c'est une NBA avec très peu de spacing, une circulation Mhm. de balles beaucoup plus limitée qu'aujourd'hui, beaucoup d'ISO et, et un rythme relativement lent. Et le jeu des Suns au milieu de ça, la pace et la différence de pace entre les Suns et les autres équipes de la NBA en font un peu un ovni Ouais. qui ressemble beaucoup plus à ce que les Warriors ont proposé à l'époque de leur bague que Mhm. n'importe quelle équipe de l'époque du milieu des années 2000. Et donc de voir cet ovni qui joue vite, qui joue explosif avec Amar'e, qui joue au génie et ouais, vraiment aux fulgurances avec Steve Nash, et avec ce casting autour de fluidificateurs et de joueurs très modernes. Hein. Sean Marion, c'était grosso modo, tu vois, OG Anunoby slash Michael Bridges avant l'heure, avec en plus du scoring. Très belle compa. Ouais, tu vois, Très très belle et puis compa. t'avais Boris Diaw, qui est l'idole, ou en tout cas disons, une des inspirations les plus grandes pour Nikola Jokic et pour tous les connecteurs, joueurs connecteurs aujourd'hui. T'as Ouais. Boris Diaw qui joue ce jeu très délié, athlétique, vif, intelligent. Voilà, il y avait beaucoup d'ingrédients qui font que aimer les Suns à l'époque, c'était déjà aimer la NBA d'aujourd'hui, ou presque. Et donc, moi, je suis tombé amoureux de cette équipe. Et puis, petit à Mhm. petit, j'ai eu d'autres amours en suivant la NBA, mais je suis quand même resté sur les Suns, quoi. Ok, bah écoute, tu as fait déjà, tu as déjà mangé sur plusieurs de mes questions, donc on l'a compris. C'est milieu des années 2000 que tu vraiment tombes amoureux, deviens passionné du sport. C'est vraiment ce moment-là où ça clique Passionné complètement. des Suns, passionné par Ouais, regarder le basket. Après, tu sais, la ok, passion du sport, pour moi, c'est autre chose. C'est vraiment apprendre à le disséquer, etc. Et ça, c'est plus récent. C'est plus ok, récent, ça doit dater il y a 2 ou 3 ans, quand j'ai commencé à parler publiquement sur Twitter de basket. Je me suis rendu compte mhm, qu'on pouvait finalement aller plus loin, qu'il y avait des sites de stats qui existaient, etc. Parce que moi, dans ma vie, j'ai jamais trop aimé parler de sport. Parce que ok, je trouve toujours que c'est. Enfin, je trouvais pendant longtemps que c'était pas des discussions qui, en tout cas, avec les gens que j'avais. Avec qui j'avais ces discussions, sauf vraiment quelques amis très proches. J'ai jamais trouvé que ouais, c'était des discussions qui étaient très intéressantes en mode un peu PMU avec des inconnus, tu vois. je Euh, vois, Parce que finalement, c'est toujours des takes, etc. Et tu te retrouves toujours ouais, autour des mêmes sujets qui sont pas forcément les sujets qui, moi, m'intéressent. Et par contre, ok, j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et particulièrement Twitter,
tout un tas de gens qui ont des discussions à propos du basket qui sont réellement passionnantes et qui m'ont fait rentrer par d'autres portes dans le basket, et notamment l'analyse tactique, le suivi statistique, tu vois, tout ça. Donc, je me suis jeté dedans quand j'ai connu les comptes de Guillaume du Basket Lab, Azad, la clique de QI Basket, Baptiste ensuite, Penny Bergkamp. Tu vois, tous ces décortiqueurs du jeu, et puis d'autres comptes liés aux Suns sur Twitter, mais qui font eux davantage de tactique et de statistiques, comme The Fourth Point Play par exemple, et d'autres. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a fait rentrer vraiment dans l'analyse et disons dans la passion du basket, qui fait que notamment, tu vois, grâce à cette passion du basket, je peux regarder une ligue WNBA en ayant des points d'entrée autres que juste j'aime les Suns, tu vois. Ouais, je vois. Ok, c'est donc un amour en deux temps finalement. Une passion plus de consommateur milieu des années 2000, et ensuite quelque chose de plus raisonné assez récemment. Oui, vraiment, il y a un passage du côté consommateur au passage observateur, carrément. Mais on va en parler un petit peu, on reviendra sur le côté consommateur et observateur dans la deuxième partie. On va continuer dans la découverte de qui tu es en tant qu'individu par rapport plus au jeu, du coup. Même si tu as peu joué, c'est quand même assez... on trouve ça quand même assez intéressant. Ouais. Et on va faire un petit écart au basket pour te demander s'il y a d'autres sports qui partagent ton cœur de passionné, ou si c'est vraiment le basket, et que ce soit récemment, que ce soit l'ancienne. Alors, j'ai joué longtemps au foot, et j'ai longtemps été un consommateur de foot jusqu'au milieu des années 2000, jusqu'à ce que je fasse la bascule à peu près. Mais j'avais un club de cœur qui était Arsenal époque Anelka, Henry, etc. Les Invincibles. Ouais, exactement, tout le début des années 2000, etc. Après, j'ai rapidement basculé vers le basket, et puis j'avais une autre passion, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune. La discipline sportive, ou en tout cas la discipline physique que j'ai le plus pratiquée, c'était la danse. Et j'ai pratiqué plein de types de danses différents. Et en fait, je me suis blessé au genou quand j'avais à peu près 19-20 ans. J'ai jamais su vraiment revenir de cette blessure. Ça m'a beaucoup frustré, donc j'ai basculé sur la musique. Au lieu de danser sur la musique, j'ai choisi de faire de la musique. Ça a été ma première carrière professionnelle pendant 10 ans. C'est pendant ce temps-là que je me suis mis au basket en tant que consommateur. Et puis voilà, donc la musique a fait que je me suis détourné du sport, parce que je passais beaucoup de temps en studio et que je donnais pas de disponibilité à mon corps pour le sport. Et là, à 40 ans, avec mon nombril qui s'enfonce de plus en plus dans le gras de mon ventre, je commence à regarder le sport et à lui dire frérot, il faut que tu reviennes dans ma vie, c'est la merde. Je vois Voilà ce que tu veux dire. Donc non, en tout cas actuellement il y a eu le foot, du coup tu disais, la danse, mais actuellement c'est que le basket dans ton cœur de passionné. Ça regarde d'autres trucs par-ci par-là, ou non, vraiment ça regarde focus. Ça regarde vite fait les JO, quand il y a un match de l'équipe de France de rugby ou de foot, je regarde en biais, mais je suis incapable de te citer les joueurs. Tu vois, sur les 22 joueurs ou les 25 joueurs, je sais pas combien il y en avait de l'équipe de rugby ou de l'équipe de foot qui ont fait les JO ou qui ont fait les dernières compétitions internationales. Je pense que je suis capable de t'en citer 5, 6, et puis c'est tout, quoi, tu vois. Alors que il y a 10 ou 20 ans plutôt 15 ou 20 ans de ça, j'étais capable de tous te les citer, puisque je viens d'une ville de rugby aussi, donc je me suis par la force des choses un petit peu intéressé au Stade Toulousain, forcément, à l'équipe de France de rugby, mais c'est à l'époque où, tu vois, il y avait des Betsen qui jouaient, etc. Donc voilà, je cite Betsen parce que c'est un défenseur, et que la défense, quel que soit le sport, ça a toujours été mon truc de prédilection. Donc voilà. Ne va pas trop vite, on va en parler. Non, je sais qu'on va y arriver. On va en parler. Non, j'allais dire, on continue pas non plus à parler rugby, parce que là je vais être perdu, ça va être un enfer. Ouais. Non, Glisson, tu nous disais donc que t'avais un peu joué, mais avec du coup plus le côté playground, on va dire, même Oops Factory. T'as eu une carrière courte, mais j'imagine que tu dois quand même avoir un meilleur souvenir quand tu jouais, que ce soit un souvenir de jeu, ou peut-être juste un souvenir d'ambiance. Tu parlais des Oops Factory avec le roster. Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui te marque et qui te met le sourire quand t'en reparles? Bah, moi, je suis un gros trash talker. C'est vraiment on est deux. C'est vraiment ma passion. Ok. Je suis un trash talker dans la vie. On est deux aussi. Dans mon couple, dans mes relations amicales, etc. Je suis un gros trash talker. Mais donc évidemment, à la Oops Factory, en plus, étant le quarantenaire de la bande, c'est que des petits.
Donc, Ouais. je me faisais un plaisir de les trash talker avec mon dos cagneux et mes genoux en vrac. Mais donc voilà, c'est le souvenir que je garde, voilà, c'est rigoler parce que disons sur l'effectif qui était là, il y Ouais. avait, bah, tu vois, on était, je pense qu'on était 15, il devait y avoir 3 équipes de 5. Ok. Sur les 15 qui étaient là, on en avait, 5 qui jouent au basket, Mhm. 10 qui ont un niveau correct, et moi je faisais partie des 5 derniers euh, Ok, je qui vois. étaient nuls, mais j'étais celui qui avait la plus grosse bouche, quoi. Donc on est vraiment sur une sorte de Pat Beverley, moins. Et t'avais des J'adore la LeBron James sur comparaison. le terrain, tu vois. Je vois. J'en place une pour Gaston, Ouais. qui joue au basket et qui fait partie du roster. Et, Ouais. et Gaston, clairement, tu vois, je me fais les chevilles sur une action où il rentre avec tu vois, il me met 20 cm et 20 kilos de Hmm. muscle. Et Ouais. il rentre sur moi parce que, évidemment, étant complètement idiot, je dis à tout le monde, c'est moi qui m'occupe de Gaston. Alors qu'il y a Bien zéro évidemment. espoir, tu vois. Personne a un Je espoir que vois. je l'arrête, mais du coup, c'est moi qui m'en occupe. Ok. Il me rentre dedans. Et je crois que je me fais les deux chevilles à ce moment-là parce que, tu vois, j'ai aucune science des appuis ni de rien du tout. Ouais. Mais bon, Je ça vois. reste, c'est très bon souvenir, disons, ce contraste entre le trash talking qui m'anime et ma capacité basket réelle. Et C'est un très après, beau souvenir. l'autre truc, c'est surtout la bienveillance de tout le monde, tu vois, même si tu trash talk, Mhm. c'est toujours très bienveillant. Ouais. Et, et après, non, moi, ce que j'aime particulièrement dans le basket quand je joue, c'est avant tout défendre Ok. et créer du jeu. Donc, Ok. parce que par contre, si je suis nul au basket, je le comprends à peu près. Mhm. Donc j'aime bien, tu vois, placer, dire aux gars de faire des écrans, etc. Ça, je Je peux à peu vois. près le faire. Et ça, ouais, ça c'est beaucoup de plaisir de voir qu'une action fonctionne, etc. Et puis surtout, quand tu joues avec des gens qui sont pas très bons, tu vois, de les voir réussir à marquer un panier alors qu'en face ils ont le meilleur défenseur des 15 gars, et ben c'est Je cool. comprends. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont cool, mais Ouais. souvent c'est. Enfin, moi, le truc qui m'épanouit le plus de manière générale, et ça va faire le lien avec ce qu'on va dire sans doute plus tard à propos du roster, mais je m'épanouis Mhm. toujours plus dans le succès, dans la participation au succès des autres que dans mon propre succès individuel et j'allais dire égotique. Donc c'est toujours Je cool vois. dans un sport collectif d'avoir une place dans les actions qui se déroulent, que ce soit en défense ou en attaque. Mais sinon, ouais, la défense, c'est vraiment mon truc, quoi. Ok, bah c'est parfait. Tu ne fais depuis tout à l'heure, je n'ai rien à faire. Tu prends les questions et tu les enchaînes tout seul. C'est génial. Franchement, Peut- merci. C'est très Peut-être que facile. j'anime des podcasts, peut-être, on sait pas. Finalement, tiens, c'est peut-être piste à creuser. Ouais. Non, parce que du coup, j'allais dire, tu nous l'as dit, ce que tu viens chercher, c'est défendre, t'amuser, et ce qui te plaît dans le jeu, c'est créer du jeu, placer les gens et faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir. Ouais, Tu absolument, ouais. comprends. Je suis plus un passeur, organisateur, connecteur que clairement un gros scoreur. De toute manière, tu vois ma mécanique de shoot, tu comprends que je vais pas scorer beaucoup. Euh, Je vois. C'est vraiment une catastrophe. Donc, Ok. puis ça prend 12 ans de décocher un tir, on dirait une catapulte. Ok. Donc non, tu comprends que voilà, je vais pas être très influent au scoring et qu'il va falloir que je sache faire autre chose, quoi. Non, mais on peut voir que tu regardais surtout Boris Dio chez les Suns en 2005-2006, quoi. Oui, mais Boris Dio aux Suns en 2005-2006, on oublie souvent qu'il a une dimension athlétique qui est phénoménale et que c'est un Oui, scoreur, hein. c'est pas faux. C'est la saison où Amar'e Stoudemire est blessé et les playoffs de Mm. Boris Dio au scoring. Je vous encourage à aller sur Basketball Référence pour voir l'enchaînement des matchs de Boris Ouais. aux Suns, notamment contre les Clippers puis les Lakers, je crois. Il y a des Mhm. matchs à 25, 28 points et puis ça score sale. Mais plutôt, alors pour le coup, plutôt Boris Dio, mais époque Spurs, fin de carrière, avec Ouais. le bidou, zéro mobilité, mais par contre, ça envoie des bras à gauche, à droite pour placer tout le monde, et ça fait la Je petite vois. passe qui va bien, et de temps en temps, ça prend un shoot casse-croûte, quoi. On est plus là-dessus, ouais. Ok. Ça a toujours un grand sourire sur le terrain. Ouais, exactement. Mais par contre, avec la défense de Pat Beverley, quoi. C'est-à-dire useless. J'adore ces tirs à pas de Beverley. Ça me régale et je sais que ça régalera Baptiste quand il écoutera ça. J'ai rien contre lui, hein, mais il y a beaucoup de choses qui sont contre lui sans qu'on ait l'obligation d'être contre lui. Bon, non, on est bien d'accord. Euh,
continuons dans ta petite carrière dans le jeu, toujours. C'est quoi le move, ton j'allais dire ton go-to move, mais pour quelqu'un qui a fait 2 ans de basket et qui s'y est mis tard, c'est pas forcément le truc que tu développes directement. Mais sinon, ton action préférée, ce que tu préfères réaliser techniquement au basket? Moi? Passe dans le dos, je sais pas, dunk, peut-être des qualités. Non, j'ai 0 qualité de dunk évidemment, puisque je décolle à l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de sauter, je plie juste mes genoux. Ok. Euh, non, alors, je pense que ce que je préfère techniquement sur le terrain, mais enfin, Mhm. c'est bizarre de dire ça parce que ça correspond pas à du jeu avec ballon. Mais ce que je Ok. préfère faire sur le terrain, techniquement, c'est clairement la couverture défensive et la navigation entre les écrans. Parce Ok. que ça demande une connaissance technique de son Ouais. corps, de coordination, etc., assez bonne. Et Mhm. du coup, je remercie mes années de danse parce que j'ai à peu près C'est ce ça. que j'allais dire, ouais. Du coup, j'arrive plutôt à bien lire parce que ça me demande de naviguer entre les écrans et de suivre latéralement un joueur qui attaque sur moi, quel que Ouais, soit à peu près son gabarit. Bon, évidemment, si c'est Gaston et que ça me met 20 kilos et 20 cm, c'est plus compliqué. bien évidemment. Mais voilà, cette technique défensive, c'est le truc dans lequel je m'épanouis le plus. Après, sur le jeu offensif, en ball Mhm. handling, je prends pas un plaisir phénoménal. Non, c'est plutôt trouver la bonne passe avec un coup d'œil après Ouais. avoir fixé un défenseur et que le cut du joueur à qui je l'envoie ou le tir à 3 points rentre. Ça, c'est vraiment toujours très cool. Ok. Finalement, toujours une vision très altruiste jusqu'au bout Oui, du oui, oui. basket. C'est Ouais, beau, ouais. c'est beau. C'est pas étonnant quand on voit le personnage que tu es sur les réseaux et qu'on te côtoie un petit peu. Mais non, c'est très intéressant. On va glisser à l'inverse. Parce qu'on va parler de ce que tu préfères, des choses qui sont bien. Est-ce qu'il y a un truc qui t'insupporte dans le jeu? Au basket, bah l'inverse, Ouais, au quoi. basket. Ouais, l'inverse, les croqueurs. Les croqueurs, Les vraiment, croqueurs, les trous noirs. Ah ouais, ouais, c'est terrible, hein. C'est terrible parce que ça sclérose le jeu et en plus, quand t'es en mode un peu playground entre potes, parce qu'il y a vraiment 2 types de playground et nous, on n'est pas dans une Ouais, ambiance playground parisienne où vraiment, tu je vois, vois. ça peut monter haut en termes d'intensité, etc. Nous, on était vraiment Mhm. sur du jeu entre potes avec un peu de trash talk et d'intensité parce qu'on s'est vraiment donné au point où je me suis fait les 2 blessures. Et puis, il y a eu Quand même, oui. il y a eu des crânes qui se sont ouverts, des dents qui se sont cassées, Ouais. etc. J'en place Oui, une donc pour ça a Kev joué quand même. Ouais. Ça a joué. Non, non, mais ça joue avec intensité, mais Mhm. en tout cas, intensité physique. Mais non, mais le croquer, c'est pas jouer, quoi. Croquer, c'est terrible. Ah Croquer, ouais. moi, c'est insupportable. Je vais venir te voir et je vais te dire, frérot, lâche la balle. D'ailleurs, je l'ai fait, hein. Il y a des gars Ouais. avec qui j'ai des échanges assez souvent sur Twitter, donc ils savent il y a zéro problème entre eux et moi, et au Mhm. contraire, on est plutôt bons potes. Je vais les voir, je leur dis, frérot, lâche la balle, on est 4 ou 5 sur le terrain, on va trouver des solutions, la balle, elle va revenir vers toi, t'inquiète, voilà, quoi. Mais Au moins, on est bien voilà, d'accord. il faut. Moi, ça me hérisse le poil quand on partage pas la balle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu peux aller tenter une percée en dribble, une petite action, mais quand 7 actions sur 8, ça décolle pas de tes mains, c'est un Ouais, enfer. c'est ça, exactement. Mais même si ça décolle, hein, même si tu marques 7 ou 8 paniers d'affilée, mais que moi et mes potes, on touche pas la balle, je vais venir te voir. Ah, mais c'est Je vais ce que je venir te disais voir, quand je je disais dis, ça frérot. décolle pas, c'est une passe. Pour moi, Ouais, ah oui, quand non, tu oui, dis ça non, décolle pas, clairement. c'est vraiment, il y a que toi qui joues, quoi. Je suis bien, là-dessus, je pense qu'on est assez d'accord. Et pour l'instant, j'ai pas de gens qui me disent qu'ils adorent les croqueurs dans le jeu. Peut-être Ouais, bah, parce que je me j'ai pas eu doute, de hein. croqueur encore. Non, mais après, Hmm. même à regarder, tu vois, dans la NBA, ça a jamais été trop Ton mon délire. délire, tu vois, c'est des profils dont j'admets très volontiers la dimension technique et la dimension mentale, Mhm. et puis simplement leur utilité aussi sur un terrain de basket compétitif, donc notamment la NBA. Mais des Ouais. profils comme Jamal Crawford, Lou Williams, tu vois, c'est pas mon type de joueur préféré, quoi. Non, mais franchement, je comprends totalement et c'est une appétence. Je pense que ça dépend aussi de comment tu as joué, comment t'es rentré, Ouais, comment t'as éduqué au basket. ouais, ouais, On va complètement. tranquillement terminer cette première mi-temps pour attaquer plus ton basket cette fois-ci en tant que donc consommateur et désormais média avec le roster un petit peu, avec Valéou qu'on en parlait et tout ça. Euh, je voulais te demander un exercice très simple. Si tu peux me noter sur une échelle de 1 à 5 ta consommation de basket, donc 1 minimum, 5 maximum, où est-ce que tu t'estimes, toi, en termes de quantité? Oh, je dois être à 4, 3,5, 4.
Ok. Je suis pas à 5 Décris-nous parce un que peu je suis une qu'une seule journée. équipe. Ok. En tout cas, jusqu'à la saison passée, je suivais une seule équipe, donc je regardais les 82 matchs des Phoenix Suns. Mais il n'y a pas C'est que déjà pas mal. 82 matchs dans une saison de NBA, il y a toutes les autres équipes qui elles aussi, Mhm. jouent 82 matchs. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent beaucoup, beaucoup plus de matchs que moi, qui regardent 2 matchs par jour quand moi j'en regarde un, Ouais. ou Ok. tu vois, qui sont à une dizaine de matchs par semaine quand moi j'en regarde 3 ou 4. Ok, ouais. Et je suis loin, loin, loin de là. Mais je sais que je suis largement au-dessus de la moyenne et surtout que je regarde les matchs dans leur intégralité, quand il s'agit des Suns en tout cas. Et la saison prochaine, je vais suivre la NBA dans sa globalité. Je ne vais pas juste me focus sur les Suns. Donc je Ok. pense on va affermir le 4 parce que on peut pas D'accord. compresser le temps, donc je vais pas davantage regarder de matchs. Je vais juste panacher les 82 matchs que je regarde. Mhm. Ouais, je pense qu'il y aura 30-40% de Suns et puis le reste dispatché sur le reste des équipes. Mais oui, je dois Ok. être à 4 sur 5 au max, tu vois, 3,5, 4 sur 5. Ça marche. Ton support justement de consommation favori, c'est quoi? C'est article? Est-ce que c'est du highlight? Est-ce que ça regarde les matchs en direct? Ah oui, d'accord. Ah non, mais Dis-moi. si on rajoute les articles, je suis plus sur 4,5 alors. Parce Ouais, que parce que c'est j'écoute, pour ça que le 4, je te voire trouvais 5. très humble. Oui, Je non, mais me suis je suis ni humble, ni modeste, ni Ouais, égotique. C'est assez bizarre à dire, mais bon, bref, passons j'essaye d'être là-dessus. juste. C'est pas une psychothérapie. Euh, non, pour le coup, j'écoute vraiment énormément de podcasts. Ok. Comme j'ai eu une petite carrière dans la musique au sens professionnel, hein, j'ai pas été disque Mhm. d'or, mais comme j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans la musique, j'avoue que depuis Ouais. quelques années, j'écoute moins de musique et j'écoute surtout souvent la même musique. Ok. Et du coup, par contre, j'ai toujours été un consommateur et d'ailleurs, j'ai aussi fait de la radio. Euh, Mhm. et donc, écouter du contenu audio, c'est un truc que j'adore. Et clairement, les podcasts, j'en ponce un nombre incroyable. Donc, tous les Ouais. Basket Labs, je les écoute. QI Ok. Basket, j'écoute tout. Le Dreamcast Show de Azad et Penny Bergkamp, j'écoute tout. Les Mhm. gars de Symbiose, j'écoute quand il y a un sujet qui me plaît ou quand il y a une description de prospect Ouais. à laquelle je suis sensible. J'écoute La Ruche, le podcast de Chachou à propos des Hornets. J'écoute de temps en Mhm. temps un petit podcast sur une autre équipe. Donc Ok. ça peut être le District pour les Wizards, à qui je passe le bonjour. Voilà, plein d'autres trucs. Et évidemment, les podcasts américains. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la production de podcasts en France. Je trouve que Ouais. il faut qu'on la valorise parce qu'elle est vraiment de très, très bonne qualité. Il y a des gens qui produisent des podcasts sur des équipes en particulier qui font un boulot qui est au moins aussi bon que certains podcasts américains. Et puis il y a aussi des podcasts francophones généralistes qui sont au moins d'aussi bonne qualité que des podcasts très référencés aux États-Unis. Je suis Donc d'accord. bravo à toute la communauté des podcasteurs français à NBA. Vraiment, le boulot est phénoménal. Évidemment, il y a Dunk Hebdo aussi dans cette histoire. Mhm. Trash Talk, je regarde. Je regarde un petit peu moins qu'avant. Mais je regarde Ouais. quand même toujours un peu les previews ou les sujets un peu historiques, etc. Machin. Ok. Voilà, il y a plein de. Ouais, non, là pour le coup, oui, ça monte vite à 5 ou 6, quoi. Tu vois, Ouais, c'est sûr j'explose le que compteur, quoi. c'est ce que je me disais, ta consommation de basket au sens large est très importante. Parce que moi, je le rentre aussi dans la consommation du basket. Alors, c'est pas du contenu forcément le plus intelligent, mais t'es un joueur de 2K, tu nous disais? Tu l'es toujours? J'étais un joueur de Touquet jusqu'à, je dirais, il y a 3 ans. J'étais un joueur, Ouais. j'allais dire inconditionnel, parce que j'ai la chance d'avoir une PS5. Mhm. D'ailleurs, je regarde les matchs sur la PS5 avec le League Pass. Ok. Je me fais les condensés 35 minutes, là, les All Possessions. C'est Euh, parfait, ça. ouais. Mais après, après non, aujourd'hui, euh, pour s'amuser sur NBA 2K, c'est très compliqué quand on veut pas dépenser des 100 et des 1000. On est Moi, en d'accord. plus, les modes de jeu qui me plaisent le plus, c'est donc Mhm. My Player et c'est surtout faire une saison ou faire tu vois, prendre une Ouais, équipe le et My League. développer saison après saison, ouais, exactement une My League. Ouais. Et grosso modo, si tu mets pas 100 balles sur My Player, bah tu t'amuses pas. On est Si d'accord. et My League est tellement délaissé qu'on a le même système de jeu depuis des lustres. Et en fait, à force, c'est un peu ennuyeux. Ouais, Donc bah, voilà, My moi, je suis Player, un j'y joue convaincu. plus. En plus, leur concept d'aller dans des
espèces de villes là avec des playgrounds pour s'améliorer, etc. Et tu tombes sur des mecs qui font double cross, step back 3 points, non-stop. En fait, si tu veux, je retrouve tout ce que j'aime pas sur les playgrounds, c'est-à-dire les mecs qui croquent, etc. Ça me casse la tête. Et comme moi, je suis pas comme ça, je m'amuse pas non plus. C'est-à-dire que si moi, pour m'amuser dans 2K, il faut que je devienne un soliste, en fait, ça m'amuse pas non plus. Donc j'ai délaissé ce jeu. Je pense pas que je vais acheter la version 25 qui va sortir dans quelques jours. Déjà sortie. Elle est déjà sortie, bah voilà, tu vois, je suis même pas au courant de quand ça sort. Ça m'amuse pas trop. Par contre, je joue à des jeux de basket. Et putain, j'ai oublié comment ça s'appelait. Parce que sur Steam, est-ce que j'ai Steam installé sur cet ordi? Non, j'ai pas Steam installé sur cet ordi, mais j'ai un jeu de basket qui s'appelle Basketball, je sais pas quoi. Ok. Et en fait, c'est un jeu. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui sont en pixel art, un peu à l'ancienne, un peu à la. Ouais, vraiment à l'ancienne, quoi, les jeux des années 80-90. Et donc, il y a un jeu de basket qui est sorti sur Steam il y a quelques années. Je te filerai le nom et tu le mettras en description. Et c'est un jeu indépendant qui doit coûter 6 ou 7 balles. Et c'est un jeu qui est vraiment génial parce qu'il y a un éditeur, etc. Alors évidemment, ils n'ont pas les droits des équipes, mais tu t'en fous sur un jeu comme ça. Et tu peux effectivement faire une saison avec une équipe, éditer l'équipe, éditer toutes les équipes de la ligue, avoir des équipes historiques, etc. etc. Et c'est en pixel art un peu à la façon des vieux NBA Live. Et donc une espèce de pixel art 3D ISO. Et c'est vraiment chambé. Je m'éclate sur ce jeu. C'est beaucoup plus ludique que NBA 2K. C'est beaucoup moins réaliste en revanche. Mais voilà, là-dessus ça m'amuse bien. De temps en temps, je me fais un 2K Playground aussi, 2K Street. Je crois que ça s'appelle. C'est ça, 2K Street. Mais voilà quoi. Sinon, non, les jeux vidéo, je joue à toute autre chose. Là, en ce moment, je suis en train de me refaire Ghost of Tsushima. Et puis, très bon jeu. Oui, absolument. Très très bon jeu. Voilà pour ma conso de basket, en tout cas, c'est ça. Beaucoup de podcasts. Vraiment, j'essaie d'avoir une vision panoramique de ce qui est produit, au moins en France. Je pense à We Are the Thunder aussi, avec Constant et son équipe. Voilà, je pense à plein de trucs comme ça que j'écoute, soit au moins une fois par mois, un podcast de chaque équipe, tu vois, pour me tenir au courant. Ah ouais, donc tu suis pas en fait qu'une seule équipe, comme tu disais tout à l'heure. Si t'écoutes plein de podcasts, t'es au courant de l'actu de toutes les équipes, sans regarder directement les matchs. Oui, voilà. Mais si tu veux, pour moi... suivre une équipe et regarder la NBA, c'est quand même avant tout regarder les matchs. C'est-à-dire que même si je suis quelqu'un qui valorise beaucoup l'approche décortiquant la tactique et décortiquant les statistiques, pour moi, ça passe quand même par regarder les matchs. Après, je me tiens au courant, disons, des dynamiques, plutôt que des équipes elles-mêmes. Je me tiens au courant de leur dynamique dans les podcasts des autres. Et puis, écouter les podcasts des autres, ça permet aussi de progresser sur les siens, de trouver, tu vois, des questions, des modes d'entrée dans l'analyse de son équipe, et puis aussi, tu vois, de participer à la communauté NBA FR, tu vois, parce que on est quand même une communauté globalement assez, disons, sympathique, dans laquelle il est agréable d'évoluer. Donc voilà, si je peux donner de la force en écoutant du contenu, je le fais, quoi. Ok, bah écoute, très, très belle vision. Je suis totalement d'accord, donnons-nous de la force les uns les autres, on en a tous besoin. On va continuer ta consommation, donc maintenant on la connaît, on voit ce que tu consommes. Qu'est-ce que du coup tu cherches? On va revenir sur quand tu regardes les matchs. Est-ce que tu es quelqu'un qui est très attentif au système, qui est plus là pour... on parlait du côté dynamique, momentum, un peu l'analyse psychologique du match entre gros guillemets, ou clairement spectacle, divertissement? Ben, ça a beaucoup évolué, clairement. À une époque, je regardais clairement le sport comme un divertissement. Maintenant, ça a beaucoup évolué parce que je suis passé du consommateur à un observateur et j'essaie de devenir petit à petit le plus possible un analyste. Alors, je ne serai jamais un analyste confirmé parce que je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que là où j'en suis. Mais j'essaie, tu vois, de faire rentrer disons, des méthodes d'analyste quand je regarde un match. Mais bon, parfois, tu sais, tu te laisses emporter par le divertissement. Tu vois, tu as un mec qui est chaud sur le terrain ou c'est particulièrement tendu. Bon, tu n'analyses plus, tu regardes et tu participes à la tension du match au lieu de prêter attention à quel système est en défense et quel système est en attaque. Mais je trouve que, de plus en plus, mon entrée dans la tactique et dans l'analyse statistique me permet d'aller plus loin que ce que j'allais avant. Et comme je suis quelqu'un qui se lasse assez vite des choses, à peu près tous les 5 ans, tu vois,
il faut que je trouve un nouveau truc auquel m'intéresser, ou en tout cas dans lequel aller à fond. Et ben là, c'est bien parce que tu vois, j'ai une nouvelle méthode pour aimer le basket et continuer de le regarder, et c'est effectivement d'essayer de l'analyser le plus possible. Donc là, je dirais que sur la saison précédente, j'ai beaucoup regardé les systèmes, comment les joueurs se placent, qui porte la balle, quand se déclenchent les tirs, dans quelle zone ils se déclenchent, et puis ensuite, a posteriori, tu vas sur les sites de stats et tu regardes l'efficacité des plays, tu vois. Donc voilà comment je consomme le basket aujourd'hui, c'est toujours en 2 temps. Il y a d'abord l'image et ensuite la vérification, ou en tout cas comment dire, la confirmation ou l'infirmation statistique, quoi. Aller voir un peu ce que l'intuition nous dit de bon ou de mauvais, quoi. Et ben analyse, c'est fou parce qu'en écoutant ton analyse, je me dis vraiment que c'est une analyse de quelqu'un de plus mature que moi, parce que je me suis jamais dit que j'allais regarder un match et derrière me dire est-ce que j'ai bon ou pas avec ce que j'ai vu en confirmant statistiquement. Ouais, Mais après, c'est une très belle analyse. Après, c'est en lien avec mes études. Moi, j'ai fait des études de sciences sociales, d'anthropologie et de sociologie. Donc, j'ai l'habitude de regarder un terrain et ensuite de le confronter mon regard à ce que une réalité statistique, par exemple, m'en dit. vois. Du coup, c'est exactement la même chose avec le basket. Je regarde, pour le coup, ça porte le même nom en plus, je regarde le terrain et après, je vais le confronter avec la réalité statistique. Et parfois, tu sais, tu as des trucs tout cons, mais par exemple, tu vois qu'un joueur est particulièrement chaud. Tu te dis, ouais, c'est incroyable, il a marqué 28 points sur les 3 derniers quarts-temps, et puis tu vas voir son efficacité, et c'est catastrophique. En fait, c'est juste un croqueur. Donc, tu vois, c'est ce genre de biais et d'intuition que j'aime bien faire taire, ou au contraire, d'autres que j'aime bien amplifier. Et notamment sur, tiens, c'est bizarre, ce joueur, il a joué un volume de minutes phénoménal, mais pourtant, il est absent dans le jeu, et en fait, tu te rends compte que son volume de screen assist, son volume de hockey assist, etc. Tu vois, donc l'avant-dernière passe est énorme, et qu'en fait c'est le connecteur du jeu, et que si tu l'enlèves, il n'y a plus de jeu. Donc que quand il n'est pas là, il n'y a pas de points marqués, qu'en plus il fait des efforts défensifs. Tu vois, tout ça, c'est pour moi vachement intéressant à regarder, quoi. Ah, mais je suis d'accord avec toi, et c'est quelque chose, je trouve que ça va faire la transition, j'allais dire. Parle-nous un peu de ce que tu fais avec le roster actuellement et comment ça correspond à ta vision et ta manière pour toi d'apporter ta pierre dans la culture basket et la commu France. Mais du coup, j'ai l'impression que tu as une vision qu'on a... En tout cas, moi, quand je suis revenu sur Twitter, que j'avais pas trop au début sur la commu, c'est que c'est une vision beaucoup moins hot-takeuse, j'allais dire, beaucoup moins américaine à... il faut trouver la hot-take, le truc qui fait un peu vibrer. Mais non, soyons plus mesurés, plus terre à terre, et regardons la réalité des choses. Ben, après, comment te dire, moi, je pense que les gens qui réussissent en faisant des hot takes, et qui réussissent au sens qui trouvent une exposition, qui ont des retours à leur take, etc., je pense qu'ils ont autant de talent que les gens qui réussissent par l'analyse statistique. C'est juste qu'on ne parle pas du même métier, on ne parle pas du même objectif, et on ne parle pas du même terrain. Alors pas le terrain de basket, mais le terrain audience. Et je sais que ma pensée a beaucoup évolué sur le sujet. Il y a vraiment une époque où les tap-in et les hot takes, ça me faisait vraiment chier, tu vois. Je trouvais que ça pourrissait un peu disons, les discussions autour du basket. Mais en vrai, force est de constater que ce sont des gens qui ont un talent à minima humoristique, parce que pour la plupart, ils sont conscients de ce qu'ils disent et ils sont conscients que c'est une hot take. C'est pas juste des idiots qui balancent des questions parce qu'ils y connaissent rien. En fait, c'est des gens qui savent que ça va faire parler, que ça va créer un débat, et que souvent les réponses vont être drôles, ou en tout cas vont être rigolotes. Alors c'est peut-être pas l'humour de tout le monde, mais en tout cas c'est un humour qui a le mérite d'exister, et dans lequel il y a des gens qui sont absolument brillants. Et de l'autre côté, évidemment, puisqu'il s'agit toujours malheureusement d'opposer un peu ces deux camps, qui finalement existent l'un sans l'autre, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin de les opposer, mais de l'autre côté, on a se rejoignent plus qu'on pense, je trouve. Qui se rejoignent aussi plus qu'on ne le pense. Parce que tu disais dans les commentaires d'une hot take, t'as aussi des fois des gens qui lâchent des avis très intéressants et qui ont le mérite d'exister et d'être analysés. Oui, des fois, effectivement, t'as une capillarité ou une porosité entre les deux endroits de Twitter, et ça se rejoint, et effectivement, et sous une hot take, tu vas avoir des arguments hyper calés, etc. C'est la magie des réseaux sociaux. Mais du coup, de l'autre côté, on a disons, les statisticiens ou les analystes purs qui, eux, vont faire des longs threads de 8-15 vidéos, tu vois, avec de l'analyse tactique, etc. Et qui réussissent aussi parce que c'est également un talent de fou.
Moi, j'ai de l'admiration pour les deux et je pense que je me situe plutôt du côté de la deuxième catégorie parce que j'ai moins la Ouais. capacité à être dans la première. Mais ça m'arrive Mhm. aussi de rigoler du basket, de poser des mèmes, sans doute de poser des hot takes, tu vois, de Ouais, tourner des situations en dérision, etc., je etc. vois. Simplement parce que bah, c'est la vie en fait. Tu vois, on réagit parfois de manière très posée, très calme et très, Mhm. j'allais dire. Analytique à des situations et d'autres fois on réagit de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus fun aux mêmes situations quoi. Donc, Je suis d'accord. moi, pour revenir à la question qui concerne le roster, Ouais. euh, en fait je suis pas un des fondateurs du roster. On Ok. m'avait proposé au début du roster de les rejoindre, mais moi j'avais déjà un blog qui s'appelait à l'époque Rally the Valley. Mhm. Et j'étais pas non plus dans Valley Hoop à cette époque-là, c'était vraiment les toutes premières années, et c'était après l'élimination, je crois, face à Dallas en playoff pour les Suns. Et donc, il Ok. y avait toute cette histoire de DeAndre Ayton va-t-il partir, est-il en train de faire un caca nerveux, etc. Donc, moi, j'avais lancé mon blog à Mhm. cette époque-là, Rally the Valley, Ouais. et je voyais le roster évoluer, mais de loin, tout simplement parce que Ok. un des comptes FR qui suit les Suns, donc Suns France, Malo, à qui Ouais. je passe le bonjour, qui a rejoint l'équipe Oui. Valley Hoop cette saison d'ailleurs. D'accord. Malo, lui, avait intégré la rédaction du roster dès le début ou presque. Et il me Ok. disait, vas-y, on peut écrire des trucs à deux, etc. Et je lui ai dit, écoute, j'ai mon blog, je Mhm. regarde, je RT, etc. Je donne du love, mais je reste un peu dans mon Ouais. coin pour l'instant. Et moi, c'était Je vraiment vois. les tout premiers mois où je discutais de basket publiquement. Et du coup, si tu veux, Mhm. me voyais pas du tout me lancer tout de suite dans un projet collectif, alors que je venais d'un endroit très confortable et tu vois, une Ouais. sorte de safe space où je parlais de basket solo, je suis tranquille de mon côté, etc. Tu vois. Je vois Et ce en que tu veux fait, dire. ouais, et en fait, chemin faisant, je me suis rendu compte que le projet avait beaucoup de qualités et aussi des défauts. Et que ces Ouais. défauts, en fait, moi, j'avais toutes les qualités justement pour les estomper. Et du Mhm. coup, ben, alors, c'est pas du tout pour me la péter, mais parce que finalement, non, mais Non, mais comment tu dire? peux après, hein. Non, mais parce que je veux pas que ce soit mal compris. Mais le Oui, roster bien avait sûr. vraiment 80% du projet qui Ouais. était incroyable. Mais Ok. moi, de l'extérieur, avec mes compétences et ce que je savais faire, ce que je sais faire, Mhm. je savais que je pouvais apporter les 20% supplémentaires. Voilà, ça c'est la bonne formulation. Ok. Et du coup, ben, je me suis représenté à eux et j'ai dit, les Mhm. gars, est-ce que je peux vous rejoindre? Voilà, du coup, je laisse mon blog, j'écris chez vous, Ouais. etc. etc. Et donc, je suis rentré dans le roster euh, Ok. parce que ça a toujours été une plateforme très accueillante Oui. pour tout le monde. Et du coup, je suis rentré dans le roster. J'ai vite compris qu'il y avait des ingrédients que moi je valorise beaucoup, bah, l'horizontalité, le fait que tout le monde peut proposer une amélioration, que tout le monde peut Mhm. proposer un développement ou Mhm. juste du contenu, etc. Et en fait, Ouais. ben, moi j'avais un serveur, enfin j'ai toujours d'ailleurs un serveur perso, j'ai installé un site internet dessus en parallèle du Mhm. roster, j'ai copié le roster sur mon serveur et j'ai fait des améliorations esthétiques du site. Ok. Et ensuite, je l'ai présenté. Et j'ai dit, voilà les gars, j'ai bossé là-dessus de mon côté. Est-ce que ça vous va ou Mhm. pas? Moi, je trouve que ce serait cool parce que ça fait un peu plus mieux. Tu vois, ça fait plus mieux. Oui. Et ça a Je été vois. validé. Et du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à travailler ensemble avec les gens qui sont à Mhm. l'intérieur du roster et qui sont, disons, les plus moteurs de ce qui se passe pour le roster. On a commencé à Ouais. travailler ensemble, à discuter, à voir comment développer le truc, etc. etc. Et puis, je me suis aperçu que peut-être on pouvait développer les podcasts, etc. etc. Mais en gros, voilà quel est mon apport dans le roster. Alors, c'est terrible Ok. parce que là, je viens de faire un tunnel qui me paraît très égotique et c'est pas du tout la personne que j'essaie d'être au Mais roster et que j'essaie d'être dans la vie. Mais, euh, mais disons qu'on est 35-40 au roster. On a tous des Mhm. qualités différentes. Et moi, ce que Mhm. j'amène, c'est une petite connaissance du développement de sites internet sur le web et Ouais. la capacité de faire des tutos sur les podcasts, etc., etc. Mais on a fait plein d'autres choses, quoi. Mais bien sûr, c'était pas du tout égotique, hein, tu t'en fais pas. Je sais qu'on a tous l'impression que c'est très égotique quand on parle de nous et de ce qu'on peut apporter, mais ça ne l'était pas du tout. Mais ouais, mais en Bah, fait, quand tu parles d'un projet collectif et que tu parles que de ton apport, j'ai toujours peur que ça fasse le mec qui a l'impression d'être le seul à apporter dans le projet. Alors que c'est vraiment
faux. Je crois ils sont 5 ou 6 à être rédacteurs en chef. Ils font un travail au quotidien qui est absolument phénoménal puisqu'ils relisent, ils corrigent et ils cadrent tous les rédacteurs pour les aider à progresser. On a toute une équipe qui s'occupe de développer des gens qui ont pour ambition de travailler dans le journalisme, et donc on les suit avec encore plus de précision et disons de motivation, tu vois, au plus près. On leur donne des sujets, tu vois, on leur impose une sorte de calendrier, ou en tout cas on leur propose un calendrier. On a un stagiaire maintenant qui est encadré de temps en temps, tu vois, tous les 2 mois, on a un stagiaire qui vient dans le roster et qui fait finalement des choses qui lui plaisent parce que c'est lui qui est force de proposition et qu'on l'aide à développer. Voilà, il y a vraiment ça part dans tous les sens. On a des accréditations pour aller voir des matchs en France, on a des accréditations pour aller voir des matchs NBA, on a des gens qui sont partout dans le monde, on a des podcasts qui se montent, et tout ça, c'est évidemment pas que Grégoire. C'est tu vois, c'est Rémi, c'est Joshua, c'est Clément, c'est Lucas, c'est Gaston qui s'occupent de la compta, c'est machin, c'est tout. Enfin, tu vois, c'est Richard, c'est Chachou, c'est Tobias, c'est tous ces gens-là. On est 35-40 et tout le monde amène un truc. Maintenant, bon, moi, c'est le podcast dans lequel tu m'invites, donc je parle que de moi, mais c'est avant tout une plateforme mutualisée et collective. Donc, il s'agit vraiment, vraiment pas que de moi. Mais franchement, je suis dans le Discord maintenant depuis quelques temps et je vous vois de l'extérieur. C'est vraiment le sentiment que ça donne, c'est que c'est une magnifique histoire collective. Et tu me rejoindras peut-être, mais j'invite tous ceux qui auraient envie d'écrire sur le basket à vous contacter, parce que même si vous écrirez peut-être pas directement des articles, il y a une bienveillance dans ce serveur qui est juste géniale et qu'on retrouve vraiment pas partout sur Internet. On essaye. Donc allez-y. On essaye. C'est pas toujours facile. Non, mais c'est bien réussi déjà. Mais sur 35-40 personnes, là pour moi, c'est fantastique. L'ambiance, la qualité des discussions, les sujets qui sont évoqués, la progression en écriture, en orthographe, en rédactionnel, en idées, en format. La progression continue et phénoménale. C'est hyper gratifiant pour tout le monde parce que, comme je le dis, il n'y a pas de hiérarchie dans le roster. On a des gens qui sont plus moteurs que d'autres, mais c'est très fluctuant en fonction des disponibilités, en fonction des idées et des compétences aussi. Moi, il se trouve que j'ai 40 ans, j'ai fait 10 ans de radio, 10 ans de musique, donc j'ai connu j'ai été dans des partis politiques, donc je sais ce que c'est, et dans des associations, donc je sais ce que c'est que de manœuvrer collectivement. J'ai été responsable de boutique dans ma carrière professionnelle, donc je sais aussi comment on manage des gens, etc. Donc évidemment que parce que j'ai 40 ans et que j'ai parfois 20 ans de plus que d'autres gens, j'ai peut-être un tout petit peu plus de compétences, mais c'est juste la force de l'âge et pas du tout la force ni de la motivation ni de la capacité. Et clairement, on a la chance d'avoir une organisation qui est très horizontale. Si vous avez envie d'être un moteur, vous pouvez devenir un moteur. Si vous avez envie de devenir rédac chef et que vous avez déjà produit des articles qui font l'unanimité dans la rédaction en chef, il vous suffit de demander à l'être. Ça a été le cas littéralement il y a 3 jours. On a passé une petite annonce et on a 2 mecs qui ont répondu. C'est 2 mecs qui sont des super rédacteurs et ça a été validé en littéralement 1 minute et 30 secondes. Donc, donc voilà, tu vois, c'est vraiment c'est hyper facile. On a monté, alors évidemment il y a un coût à tout ça. On a monté un Patreon qui nous permet d'organiser la trésorerie du roster, parce qu'il faut payer l'hébergement, il faut payer les sites de statistiques, il faut payer les machins, les outils, etc. et les ressources qu'on met à disposition des 35 et 40 rédacteurs, mais grosso modo de toutes les personnes qui voudraient rejoindre le roster. Donc on a aussi, tu vois, des donateurs à l'intérieur du roster. Rien n'est obligatoire, hein. Quand vous rejoignez le roster, vous n'êtes pas du tout obligé de donner. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi donner sans rejoindre le roster. Mais oui, on a une organisation qui est horizontale, qui est mutualisée. Donc, grosso modo, les donateurs payent pour tout le monde. Il n'y a pas que les donateurs qui ont accès aux ressources. Donc, c'est de la mutualisation pure et simple. C'est ce que j'appelle un projet anarchique au sens réel de l'anarchie, c'est-à-dire l'ordre sans le pouvoir. Des choses ça tourne avec comme une horloge. C'est huilé, de temps en temps il faut remettre un petit coup de WD-40, mais c'est totalement horizontal et il n'y a pas de boss, quoi. Ouais, et c'est ça qui est très beau. On va revenir sur les dernières questions pour finir tranquillement cet épisode. Je voulais te poser, mais là je pense que beaucoup de gens l'ont compris au fur et à mesure, mais pour que tu le dises et que tu répondes directement à la question, tu te considères comme un spectateur objectif ou est-ce que tu es un gros clubiste ?
Moi, je suis pas clubiste. Non. Je suis pas clubiste. J'aime les Phoenix Suns. Voilà, j'ai aimé d'autres équipes Y a dans pas de ma mal. vie, mais c'est plutôt des équipes, disons, générationnelles ou temporaires. Les Knicks, Jeremy Lin, les Knicks, Ouais. Gallinari, etc. Tout ça, j'ai beaucoup aimé. Ok. J'aimais bien le début de carrière de Iguodala à Philadelphie aussi. Quand même, c'était le bourbier. Voilà, il y a beaucoup Ouais. d'équipes que j'ai bien aimé dans l'histoire. Les Pacers l'an dernier aussi. Ouais, belle j'ai histoire. beaucoup aimé, ouais. Les Nets de Jarrett Allen et Caris LeVert et D'Angelo Russell aussi, c'était chouette. C'était une chouette équipe. C'était une super équipe. Ouais, c'était une super équipe. Voilà, il y a beaucoup d'équipes que j'ai bien aimées, mais je suis pas un clubiste, c'est-à-dire je vais pas être en fait, pour moi, la différence entre être fan et être vraiment clubiste, c'est la mauvaise foi. On est moi, je vais d'accord. jamais C'est être le de but de mauvaise cette foi question. sur mon club et je refuse ou mes joueurs, tu vois, et je refuse d'être un aveugle quand ça se passe pas bien ou quand mes joueurs de prédilection font des contre-perfs ou ne se comportent pas de la bonne façon. Tu vois, l'an dernier, j'ai été très critique sur le leadership de Kevin Durant et Devin Booker auprès des Suns. Je pense que n'importe quel clubiste n'aurait jamais agi comme ça, simplement parce que de mauvaise foi. La base du clubisme, c'est la mauvaise foi. On est bien d'accord. On a, je pense, tous compris que ton équipe préférée, c'était les Phoenix Suns. Mais qui est ton joueur préféré? Bah, c'est Mikal Bridges, hein. Je le répète à tue-tête, on est nombreux et c'est bien normal. Bridges. Mais c'est Mikal Bridges, ouais. Mais mon joueur préféré, c'est Mikal Bridges, et particulièrement Mikal Bridges 2021 et 2022. Ok. C'est vraiment, il y a tout en fait, si tu veux. Alors, tout ce que t'aimes dans le basket. Je pourrais mettre Boris Dio en tête. Tu vois, ils sont top 2, ils sont tous les deux pas deuxième. Mais Mikal Bridges, pourquoi? D'abord parce que 2021-2022, c'est un des top 3, sinon top 1 défenseur extérieur. Et pourtant, il y a du monde à cette époque. Il y a Marcus Smart, il y a OG Anunoby, il y a Alex Caruso. Alex Caruso est très haut dans mon top des joueurs préférés aussi, d'ailleurs. J'aimerais beaucoup qu'il rejoigne les Suns un jour. Je peux te citer d'autres noms. Je peux te citer TJ McConnell, que j'aime beaucoup. Voilà, bon, il y a plein de joueurs que j'adore comme ça, mais Mikal Bridges est au-dessus du lot, et de loin. Tout simplement parce que déjà le sourire, la célébration 3 points qui est iconique, et ensuite dans énormément de moments de légende des Suns qui sont récents, on se rend compte que Mikal Bridges, il est présent dans l'action une seconde avant qu'elle se clôture. Donc par exemple le shoot iconique de Devin Booker dans la bulle sur Kawhi Leonard et Paul George, c'est interception de Mikal Bridges après le rebond Clippers, passe à Rubio qui passe à Booker qui shoot. Tu te rends toujours compte que Mikal Bridges il est là, il est toujours dans les bons coups. Il est toujours dans les bons coups, c'est toujours même lui le bon coup. Drafté par les Sixers, récupéré par les Suns. Puis la défense, quoi. La défense 2021-2022, là, c'est phénoménal, quoi. Le volume défensif, c'est phénoménal. Puis les minutes, le fait qu'il rate pas un match, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que je l'adore. Et donc voilà, Mikal Bridges, clairement. C'est le chouchou des fans depuis très longtemps du côté des Suns. Je sais que mon camarade Rodolphe de Sauve, que j'embrasse tendrement, camarade de Valley Hoop, c'est la même chose pour lui, donc évidemment qu'on se régale à parler de lui non-stop dans Valley Hoop, quand bien même Mikal Bridges ne soit plus dans l'effectif. Mais oui, Mikal Bridges, et pour la WNBA, je suis tombé complètement en amour du jeu de Cameron Brink, la pivot rookie des Los Angeles Sparks. Ça me fait très mal parce qu'elle est à Los Angeles, et en tant que fan des Suns, aimer une équipe de Los Angeles, c'est difficile. C'est même contre-productif. Faut la faire venir au Mercury. Ouais, exactement, ce serait pas mal, ou au Sun, au Connecticut Sun. Mais voilà, Cameron Brink, parce que lecture défensive, parce que intelligence défensive incroyable, clairement, positionnement incroyable. Voilà, c'est juste sublime à voir son évolution défensive. Malheureusement, elle s'est blessée, elle n'a pas eu de fin de saison, mais enfin, elle a une fin de saison, une saison écourtée, je vais y arriver. Mais voilà, Cameron Brink, Mikal Bridges, c'est dans ma bio. C'est pour une bonne raison. Après, Mikal Bridges, TJ McConnell, Alex Caruso,
Ok. Voilà. Alex Caruso est vraiment très 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 haut parce que c'est vraiment, tu sais, il y a ce Quel côté. kiff, Alex Caruso. Mais ouais, il y a ce côté underdog, le mec Ça. en fait, ça y est, tu vois, ça fait 2 ou 3 ans que vraiment on se rend compte que c'est phénoménal, mais déjà Ouais. aux Lakers c'était déjà phénoménal, tu vois. Voilà, moi j'aime bien Ah ce bah genre oui, hein. ce genre de joueur-là. Je suis pas trop sur les grosses stars. Je dis souvent Mhm. que je suis pas un fan de Devin Booker au sens fanatique. Je suis très Ouais. très heureux que ce soit le franchise player de mon équipe parce que je trouve que c'est un joueur qui est magnifique à regarder et qui en plus a le caractère de franchise player que j'aime beaucoup, donc taiseux à l'extérieur des terrains et beaucoup de trash talk sur le terrain, ça j'aime. Voilà, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien dans cette NBA. Jokic, comment ne pas aimer. Oui. Voilà, tu vois, il y a Il y a pas mal de joueurs, mais Michael Bridges en numéro 1. Oui, puis c'est vraiment de loin, quoi. Vraiment de loin, il y a tout. Ouais, tu vois, il a un chien, enfin, il y a trop de trucs, quoi. Je vois ce que tu veux dire. J'aime beaucoup Tyrese Haliburton aussi, tu vois. Aaron Nesmith, c'est pour ça. Et Andrew Nembhard, tu vois, le quatuor. Haliburton, TJ McConnell, Nembhard, Nesmith des Pacers, là, la saison dernière. Waouh, quel régal. Elles t'ont fait kiffer les guards. Ah ouais. Ben, j'aime bien les guards. C'est peut-être l'influence Steve Nash. Ou alors les trois qui jouent vraiment la défense de plomb, quoi. Nesmith, par exemple, j'adore ce joueur, quoi. Ouais, je comprends. Moi, je suis très heureux d'avoir Michael Bridges chez les Knicks l'année prochaine. Hein. Je vais kiffer. Ah, les Knicks, c'est dur de pas les aimer, là, tu vois, parce qu'ils ont aussi un casting de joueurs qui ont le profil pour que je les aime, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tout est fait pour que j'aime cette équipe. Tout, absolument tout. Moi, je suis tellement heureux d'enfin avoir une équipe des Knicks dont je peux être fier et assumer d'être fan. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que vous avez été frustré pendant des années. On vous a refilé la patate chaude Marbury. Et depuis c'est difficile. Il y a eu un petit regain avec Jeremy Lin, j'en parlais tout à l'heure. Carmelo Anthony, ça a été difficile. Et toi, t'es arrivé quand ? Moi, je suis arrivé pour J.R. Smith et Imam Shumpert. Cool. Et oui, je suis un énorme fan de J.R. Smith. J'adore ce joueur. Bah, il y a le droit. Et j'ai démarré, c'était New York, c'était magnifique, et après j'ai souffert. Ah ouais, après c'est le gouffre. Après c'est le gouffre. Il y a eu des belles histoires, ouais. Non, moi les Knicks, j'avais vraiment un pincement au cœur à l'époque. Quand Melo est arrivé, ça m'a fait mal. Melo et Stoudemire. Mais j'aimais bien l'équipe autour de Stoudemire, bon, qui s'est blessé. Melo est arrivé, machin et tout. Après le triangle de avec Jackson, ça a été la catastrophe. Ouais, bon. Voilà, les Knicks, c'est vraiment très joli là ce qu'ils font. Ah, les Knicks, ça fait plaisir. On a nos Villanova Boys, c'est incroyable. Ouais, c'est génial ça vraiment c'est génial. Mais on n'est pas là pour parler que des Knicks. On va tranquillement glisser. Il me reste 2 questions. La première, c'est te poser la question de ton regard sur l'évolution de la culture basket actuelle. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi ça va dans le bon sens ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Qu'est-ce que tu aimes moins dans cette culture basket qui a, je trouve, beaucoup changé sur ces 3-4 dernières années depuis le Covid ? Ben, je sais pas trop, parce que moi je suis un nouvel arrivant dans la culture. Enfin, à vrai dire, il y a 2 trucs. Le premier, c'est que je sais pas trop ce que ça veut dire culture basket. Moi, n'étant pas un joueur, je considère que je suis pas dans la culture basket. Je suis pas dans les sneakers, je suis pas dans les playgrounds. Si je vais à GMAP, je suis inconnu au bataillon. Si je vais à Hoops Factory, je suis inconnu au bataillon. Tu vois, personne me connaît, quoi. Les 2 fois où je suis allé sur des playgrounds pour prendre quelques photos, dédicace à Logdin, Enzo, j'étais avec mon chien et les gens ont plus reconnu mon chien que moi-même. Donc, tant mieux, c'est la mascotte, c'est très bien, mais voilà. Donc la culture basket elle-même, je pense que je suis pas trop dedans encore. Il est tout à fait possible que j'aille voir des matchs cette saison de l'équipe de la ville où j'habite, ou de l'équipe voisine. Mais là, en l'état, je suis pas trop dans la culture basket. Après, si tu veux qu'on parle de la communauté NBA FR, là, effectivement, il y a une sorte de culture générale qui est pleine de tiroirs. Il y a différentes choses à aller piocher dans les cercles et dans les autres. Et là, c'est pareil. Moi, j'y suis pas depuis très longtemps, tu vois. J'y suis depuis, allez, maintenant, je pense, 3 saisons. Ça fait pas longtemps. Et surtout, il y a un gros mythe sur mon compte, c'est qu'on s'imagine que j'ai 2000 followers issus du basket, mais en réalité, mon compte était déjà à 1100 ou 1200 parce que la musique et mes précédentes carrières, et que je suis sur Twitter depuis le début, tu vois. Donc en fait, grosso modo, je dois être
vraiment basket, je dois être à 800 followers qui suivent vraiment le basket. Donc, j'ai pas du tout un gros compte. Après, j'ai une grosse activité, j'ai un gros volume de tweets, mais c'est tout. Mais sinon, moi, ce que j'aime dans la communauté NBAFR, la plupart du temps, c'est les échanges qu'on peut avoir, mais surtout les connexions que ça crée en dehors de Twitter. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je vais boire des cafés avec, je sais pas, logged in, tu vois, alors que tu vas jamais me voir. Alors on s'est vu 2 ou 3 fois parce qu'on est tous les deux en région parisienne et pas très loin. C'est un type qui est très cool, mais on n'échange pas non plus quotidiennement et publiquement sur Twitter. Qu'est-ce que j'aime? J'aime aussi apprendre à connaître des gens alors que je leur ai attrapé la veste. Bah, d'ailleurs, c'est le cas pour Enzo, tu vois. Enzo, on s'est connu parce que j'ai attrapé sa veste sur Devin Booker. Stone, c'est pareil, tu vois. Isma, c'est pareil. J'ai dû lui attraper la veste à un moment donné sur un truc. Après, on a discuté en DM. On s'est rendu compte que, tu vois, nos visions du basket et de comment en parler étaient différentes. Et du coup, ça me ramène à ce que je te disais plus tôt, entre les gens qui choisissent de faire de l'humour et qui ont le talent pour, et ceux qui choisissent de faire de l'analyse et qui ont le talent pour. Et quand tu es un peu entre les deux, c'est difficile de choisir sur quelle chaise tu dois t'asseoir. Mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer des gens. Tu vois, Chachou, c'est quelqu'un... tu vois, je sais que là, si je dois me remarier demain, il y a des gens que je vais inviter, tu vois. Il y a des gens parce que je discute avec eux maintenant quotidiennement sur Internet, et entre autres de basket, mais aussi d'autres choses. Ils vont être invités à mon mariage, tu vois. Et je passe du coup bonjour à Vincent Poulain, Chachou, tu vois, Richard et d'autres, etc. Machin, des gens avec qui je discute quotidiennement, et ça, c'est chambé. Et puis aussi voir qu'il y a une augmentation de la création de contenu aussi, ça c'est génial. Moi, quand je suis arrivé, il y avait peu ou pas trop de podcasts d'équipe, en tout cas pas que je connaisse outre mesure. Et puis là, je vois que, tu vois, ça commence à fourmiller. On a de plus en plus de scouting. Tu vois, avant, il y avait Envergure. Maintenant, il y a Envergure plus Symbiose plus Café Crème plus machin plus truc. L'équipe de QI Basket s'est renforcée. Guillaume du Basket Lab, il a de plus en plus d'invités sur son podcast, etc. Tout ça, c'est génial, en fait, parce que tu as une sorte de capillarité organique où les gens s'inter-invitent, les gens se côtoient, discutent ensemble de basket, etc. Et tu as à boire et à manger en fonction de si tu veux de l'humour, si tu veux de l'analyse pure, si tu veux un peu entre les deux, si tu veux du décontracté ou du sérieux, etc. Et ça, c'est cool, parce que pour les nouveaux arrivants, tu as vraiment à boire et à manger, mais surtout pour les gens qui évoluent depuis longtemps dans la communauté, que ce soit 3, 5, 10, 15 ans, tu as toujours moyen de trouver quelqu'un de nouveau qui parle de basket, et ça, c'est vachement appréciable. Donc un regard positif. Parce que pour moi, tout ce que tu viens de citer, tu disais que tu n'étais pas dans la culture. Là, pour moi, la communauté française, et cette communauté-là, fait partie de ce que j'appelle la culture basket. C'est tout aussi important que, pour moi, les sneakers, ou que la mode des playgrounds, ou l'évolution des ligues françaises, de la WNBA, etc. Pour moi, tout ça se regroupe dans ce que j'appelle la culture basket. Je comprends tout à fait, mais il y a des trucs auxquels moi je suis tellement pas connecté que j'aurais du mal à parler de la culture basket en général, et que je préfère te parler d'un de ces tiroirs, en l'occurrence la communauté NBA Twitter. Mais oui, moi j'ai plutôt une image positive, parce que si tu veux, d'abord en fait c'est ce que j'essaie d'être, mon caractère. J'essaie de garder un truc positif. Ensuite, on est maître de ses abonnements, et quand bien même on tombe souvent sur l'onglet pour vous sur Twitter, et que parfois on voit des trucs qui sont terribles et qu'on n'a pas envie de voir, on a quand même l'onglet abonnement, et qu'on est maître de ses abonnements. Donc moi, je suis quelqu'un qui s'abonne volontiers, mais qui bloque aussi volontiers, qui masque aussi volontiers, tu vois. Donc voilà, j'essaie de dépolluer mon champ de vision. Je suis persuadé que dans la communauté NBAFR, il y a des gros tocards, mais moi, j'essaie de me concentrer principalement sur les gens avec qui j'aime discuter et qui ont des sujets que j'aime. Mais ça, c'est des gens que j'aime garder dans mes abonnements, mais je suis toujours à la recherche de gens qui pour le coup, ont une approche différente du basket, parce que c'est le meilleur moyen de défaire mes biais et de défaire mes perspectives à moi, et du coup d'en créer des nouvelles et de trouver le sujet toujours plus intéressant. Eh ben écoute, magnifique. C'est une très belle réponse qui me satisfait pleinement. Et ça retombe sur ce que tu me disais en off, sur le fait que, par exemple, moi j'aimerais beaucoup suivre davantage de meufs qui parlent de basket. Tu vois, voire même des médias entièrement féminins qui parlent de basket. Ça existe aux États-Unis, hein. Il y a un podcast qui s'appelle le Flagrant, comme la faute flagrante. Et Flagrant Mag, ils ont même un magazine imprimé, etc. Ils ont un e-shop avec des goodies et tout qui sont d'ailleurs incroyables.
Et elles animent un podcast 100% NBA et WNBA qui est mortel. Et c'est 3-4 meufs qui discutent de basket pendant 1 heure, 2 heures. Et c'est très cool parce qu'il y a plein de choses que nous, on voit pas en tant qu'hommes. Et notamment les dynamiques, tu vois, sur les sujets comme par exemple quand il y avait eu des histoires de harcèlement, que ce soit chez les Mavs ou chez les Suns, par exemple, pour ne parler que de ces deux équipes. C'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est très très intéressant d'avoir l'avis d'autres choses que d'hommes. Mais bien évidemment. Des femmes, c'est vachement important d'avoir leur perspective là-dessus parce que elles vivent au quotidien des situations que nous ne vivons pas. Donc c'est hyper intéressant d'avoir cet avis-là. Et de la même façon, d'avoir des podcasts par des gens qui sont racisés, c'est beaucoup plus intéressant d'en avoir davantage et d'avoir comme ça une diversité de profils qui parlent d'un sujet, parce que les angles ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'on n'a pas tous les mêmes biais. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais la dernière phrase est la plus importante. Tu as été très clair et j'invite les gens à aller regarder aussi ce que font le média Taille 6 et ce que fait Prunelle de Double Pas, qui sont très très bien, plutôt sur Instagram et TikTok. Prunelle ? Du contenu de qualité. Ouais, Prunelle de Double Pas. Mais c'est incroyable. C'est le nom de mon chien. C'est le nom de... c'est très malaisant et en même temps c'est très rigolo. C'est une très bonne influenceuse basket féminin, plutôt orientée WNBA et Ligue féminine française. Et c'est sur Instagram ? Ouais, elle est sur Instagram, je t'enverrai les liens et je vous mettrai les liens en description. Pareil, Taille 6 aussi, allez suivre, ils font du très bon contenu. Des noms aussi que j'oublie, mais ça existe. Elles sont encore un peu trop invisibilisées, mais ça existe, ça émerge et c'est très très bien. Oui, tant mieux, vraiment c'est important. Tant mieux. Plus on est différent à parler de la même chose, le mieux on comprend la chose en question. Exactement. Ça, c'était le propos de mon message. Je suis totalement d'accord avec ce message. On va attaquer la dernière question avant de terminer tranquillement. Comment est-ce que tu vois ta relation avec le basket évoluer sur les prochaines années ? Je sais pas du tout parce que j'ai beaucoup de brouillard dans ma vie pro et perso, mais particulièrement pro. Il y a beaucoup de brouillard, donc c'est un aspect de ma vie dans lequel j'avance un peu à l'aveugle. Et malheureusement, c'est le cas pour absolument 100% des gens. La vie pro conditionne beaucoup ce qu'on fait à côté. Donc ça va dépendre beaucoup de ça. Mais dans ma volonté, en tout cas dans ce que j'aimerais faire, j'aimerais continuer à développer le roster. J'aimerais aider le plus possible de gens qui veulent développer des trucs autour du basket et sur lesquels j'ai des compétences pour les aider. Sans pour autant revendiquer une quelconque paternité ou une quelconque fierté. Voilà, c'est toujours mon objectif. Essayer d'apprendre à connaître les autres équipes de la ligue aussi. Voilà, apprendre à parler de sujets toujours plus divers, aller un petit peu plus loin que le jeu peut-être, analyser, tu vois, me renforcer un peu sur la compréhension du CBA par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. Plus techniques. Ouais, tout ce qui est beaucoup plus technique sur l'aspect juridique de la ligue. Et puis, après, sortir de la NBA. En tout cas, mettre un œil sur d'autres ligues. Tu vois, particulièrement la WNBA pour commencer. Mais voilà comment j'imagine, si ma vie pro me le permet, mon futur vis-à-vis du basket, quoi. Et puis, si je peux retourner un peu sur les terrains sans avoir mal aux chevilles, c'est pas mauvais. Hein. C'est franchement pas mauvais. Mon ventre me le demande. Au pire, tu feras que des horses, c'est très bien le horse. Oh là là, quel enfer. Ou du bon shoot planté dans le béton, là. Ouais, voilà, exactement. Non, mais ça, on te souhaite de retourner sur les terrains. Eh ben, écoute, moi, de mon côté, j'ai plus de questions. Donc, c'est, j'allais dire, la troisième mi-temps, l'overtime, appelez ça comme vous voulez. Si il y a un aspect de ton basket, de ta relation avec le basket qu'on n'aurait pas abordé, c'est le moment. Et puis sinon, on va tranquillement glisser vers la fin de cet épisode. Écoute, non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Le basket, c'est avant tout un énième moyen que j'ai trouvé pour fracasser ma misanthropie. Ma misanthropie de quand j'étais jeune. Le commerce, parce que je suis commerçant de bouche dans la vie. Je travaille en épicerie, fromagerie et cave à vin. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à assassiner la misanthropie, mais il faut toujours continuer à le faire. Donc voilà, le basket et les discussions autour du basket continuent de m'aider sur ce chemin-là et à apprécier les gens et à apprécier discuter avec eux.
Donc voilà, discuter de basket autour de vous, ça fait beaucoup de bien. Écoutez ce que les autres disent. Et surtout, d'où que vous veniez et qui que vous soyez, votre avis compte. Donc n'hésitez pas à le donner. Et si vous voulez venir le donner sur le roster, vous êtes bienvenus. J'ai envie de rien rajouter, c'est parfait, ça conclura cet épisode, c'était magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Grégoire, c'était vraiment un plaisir, j'espère que tu as apprécié. Oui, beaucoup. Oui. Et moi il nous reste plus qu'à dire au revoir aux gens et on va clôturer là-dessus. J'ai vraiment rien envie de rajouter, c'était magnifique. Très bon épisode à tout le monde, et puis j'ai une petite question pour l'invité suivant. Vas-y, carrément. Alors, en plus, tu m'as dit qui c'était, donc je vais lui faire une question très spécifique, sans teaser le nom de l'invité en question. Ça commence par un P. Si tu devais créer une statistique, laquelle ce serait? Voilà. Ok, hop. J'aime bien ce concept, on va le garder. Voilà. Eh ben, des bisous à tous. Allez suivre le roster, allez suivre Valley-Hoop, allez suivre Grégoire sur Twitter. Tous les liens seront en description. Allez suivre aussi Backdoor si le cœur vous en dit. Notez cet épisode. Et moi je vous dis topette. À très vite.